Karamo, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Le plaisir, il est C'est partagé. un plaisir d'avoir échangé off caméra et on caméra et on se ferait un second round et c'est super. Est-ce que tu peux dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas? Déjà, je te remercie pour l'invitation et tout ça. Je suis Karamo, je suis coach et conférencier sur le développement personnel depuis à peu près 4 5 ans. Donc 2017, j'ai commencé tout ça. Aujourd'hui, je fais pas mal de contenu sur les différentes plateformes, donc YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Je partage pas mal de conseils pour aider les gens en fait à devenir une meilleure version d'eux. En gros, moi, je suis parti de, on va dire, absolument rien dans la vie. Je suis né dans une famille plutôt modeste et tout ça. Et mon enfance n'a pas été assez simple pour ne pas rentrer dans les détails. Et mon but a été en fait de renverser cette tendance, d'essayer de sortir de cette situation difficile pour me créer une vie beaucoup plus inspirante que j'ai aujourd'hui. Et après, je me suis donné pour quête, si j'ai pu le faire, j'aimerais aider un maximum de personnes aussi à passer de cet état en fait négatif de dépression et se dire qu'il n'y a pas d'espoir et créer de l'espoir en fait pour ces gens-là. Donc j'essaye d'apporter de l'espoir là où règne le désespoir et aider un maximum de personnes à devenir une meilleure version d'elles-mêmes à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas être parfait, mais on peut tous les jours s'améliorer pour s'approcher d'une meilleure version de nous. J'adore ça. On peut pas être parfait, mais on peut toujours s'améliorer. Toujours s'améliorer. Entièrement d'accord. Ça, c'est le but. Donc aujourd'hui, j'ai deux casquettes, pour être très court. Je fais du développement personnel. Quand je dis développement personnel, j'englobe les relations, j'englobe le bien-être, j'englobe parfois la méditation, ainsi de suite. Et je fais aussi du coaching sur la création de contenu. Donc moi, j'ai fait un master en marketing, donc tout ce qui est digital, j'adore ça, les réseaux sociaux. Tu t'en sors plutôt bien. Merci, je vais dire ça. Donc j'ai pu développer mes réseaux sociaux. À un moment, j'ai eu le déclic et tout est parti de là. TikTok, je suis passé de, on va dire, de rien du tout, de zéro à plus de 100 000, 200 000 abonnés en quelques mois. YouTube, je me suis lancé en un an. En moins de un an, j'avais plutôt 100 000 abonnés. Donc j'ai pu développer tous mes réseaux comme ça. Donc en 2 ans de carrière sur YouTube, j'ai Tu te rends compte que moi, il m'a fallu 15 mois pour arriver à 10 000 abonnés sur YouTube. 15 mois, ok. Moi, j'étais déjà sur TikTok et Instagram et on m'a conseillé de venir sur YouTube. C'est différent, chacun va un peu à son rythme parce que moi, en 2 mois, j'avais déjà les 10 000 abonnés quand je suis allé en 2 mois. Et après, 8 9 mois plus tard, j'avais 100 000 abonnés. Et là, je te parle de 8 9 mois. Là, 2 ans plus tard, j'ai 800 et quelques mille, donc bientôt 900 000. Donc ça va plutôt vite. Donc je me suis dit, j'ai compris certaines choses parce que c'est pas que sur une plateforme, c'est sur plusieurs plateformes. Donc je me dis, je partage en fait ce savoir que j'ai, cette technique que j'ai à d'autres personnes. C'est pourquoi je crée des formations sur la création de contenu pour aider un maximum de personnes qui veulent partager. devenir créateurs de contenu. Comment devenir visible sur les réseaux parce que tout va de la visibilité aujourd'hui et commencer à gagner aussi sa vie sur les réseaux. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment tu as vécu le fait que ça ait été si vite. Tu sais, on parle souvent des musiciens qui explosent du jour au lendemain, enfin, même s'ils ont beaucoup travaillé avant, et il y a le jour au lendemain là, avec tout le travail qui est derrière. Ouais. Mais comment tu as vécu justement cette explosion autour de tout ce que tu partageais? Ok, j'ai essayé de voir les choses différemment. En fait, j'ai jamais vu les choses comme si c'était très vite. C'est-à-dire, à un moment, j'ai vu que c'était beaucoup plus rapide, mais je me suis toujours rappelé des 2 années en avant où je traversais le désert. C'est-à-dire, j'étais sur Instagram, j'utilisais des stratégies qui marchaient pas. Au lieu de gagner plus d'abonnés, j'ai gagné moins 1 abonné parfois. Donc, j'ai tout vécu. J'ai vécu ça. J'ai créé du contenu. Parfois, c'est moi. J'étais le seul qui mettait un like sur ma propre vidéo. Parfois, des amis à moi, ma copine de l'époque qui m'aidaient aussi, qui me soutenaient, qui filmaient. Il n'y avait pas de visibilité. Donc, j'ai traversé cette période pendant plus de 2 ans. Donc, je traversais le désert. Il n'y avait pas de visibilité. Je me forçais. Ma première vidéo YouTube, je ne l'ai pas partagée sur YouTube. Je l'ai partagée sur Facebook. Mais c'était carrément une vidéo format YouTube. J'ai mis une semaine à faire le montage. Alors que c'était une vidéo de 5 minutes. J'ai mis une semaine parce que je ne connaissais pas les montages et tout. Donc, je prends toutes ces périodes-là et je l'ajoute maintenant à la bombe. Donc, quand on me dit, ouais, c'est allé très vite, je dis non, c'est parce que tu n'as pas connu les 2 ans en arrière quand j'étais là, encore dans les études. Je finissais mon boulot, mon job étudiant à minuit. Je me mettais devant la caméra à 1 h du matin, je finissais à 3 h. J'étais dans une cité universitaire, ma chambre, elle était si petite que je ne pouvais pas filmer. Donc, j'attendais dans la salle de travail en bas que ça soit vide pour aller filmer. Et les gens de la médecine, ils restaient jusqu'à 3 h parfois. Et ça me saoulait. Moi, j'étais là en mode, qu'est-ce que tu fais à étudier jusqu'à 3 h? Va dormir. Et moi, j'attendais. Quand c'était vide, j'allais filmer. J'installais mes matos pour filmer. Et j'ai fait ça pendant vraiment très longtemps avant que
tout explose. Qu'est-ce qui t'a motivé à pousser à ce point-là? Parce que l'exemple que tu donnes, il n'est pas anodin. Et moi, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent le grand classique, c'est je rentre après le travail et que je suis fatigué. Je rentre après le travail et j'ai pas le temps. Et toi, au final, tu t'es pas dit j'avais pas le temps. Tu t'es dit il faut que je crée le temps. Ça m'arrive aujourd'hui de dire ce que les gens se disent avant, mais il faut, en fait, c'est vraiment un petit truc qui fait toute la différence. Il y a un truc qu'on appelle le pourquoi, et ça tu le sais déjà parce que le développement personnel, on l'alimente à chaque fois, mais j'aime bien dire quelque chose, l'inconfort, c'est quelque chose qui peut rendre un con très fort. Donc, parce qu'il est inconfortable, il a envie en fait de trouver le confort. Donc, il est con. Il est con, c'est-à-dire il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, à l'époque où moi j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais dans une situation vraiment très compliquée. Je suis arrivé en France en tant qu'étudiant étranger. J'avais pas de parents en France. Mes premières semaines étaient vraiment difficiles. Je suis arrivé avec 900 € d'épargne. Dans ces 900 €, il fallait prendre un logement, payer mon inscription et se nourrir pendant combien de temps. Donc, j'ai dû trouver mon boulot un peu plus tard, mon premier job. Et quand tu traverses tous ces moments-là et que tu sais que vraiment c'est difficile et que tu penses à d'où tu viens, parce que d'où je viens, j'étais le seul garçon, il y a des gens qui comptent sur toi, ainsi de suite, tu peux pas te permettre de dire j'ai pas le temps. Donc j'avais mes cours à la fac, je finissais parfois à 17h, 18h. J'avais trouvé un job à 25 minutes de chez moi. Tu connais Futuroscope sûrement? Ouais. Ok, j'avais trouvé un job au Futuroscope, j'avais un vélo électrique que j'avais loué. Je faisais 45 minutes de vélo pour aller au Futuroscope de chez moi. Et après les cours, hein, j'étais défoncé, fatigué. Je faisais ça, j'arrivais, c'était l'hiver parce que les bus là-bas, à partir de 22h30, il n'y avait plus de bus. Donc il fallait partir à vélo pour revenir à vélo. Je n'avais pas de voiture ni rien. Donc je partais à vélo et parfois je finissais à minuit, parfois 1h du mat. Et je me rappelle de ma copine de l'époque, franchement, beaucoup de gratitude, hein, même si on a terminé et tout. Mais elle était là, elle m'attendait parfois, elle m'attendait, elle faisait à manger. Je revenais à 1h du matin, je prenais ma douche, je mangeais, je me reposais un peu et je descendais à la salle de travail pour filmer une vidéo. Et la vidéo me rapportait que dalle, mais toujours avoir une vision. Elle te coûtait même des sous. Elle me coûtait. Parce que je gagnais rien. les équipements. C'est ça. Et toujours j'avais la vision de ce que je voulais devenir. J'étais très inspiré par Tony Robbins, David Laroche. Je regardais tes vidéos aussi à l'époque, je te jure. Et tout ça, ça me donnait envie. Je me disais, si ces gens-là ont pu être là où ils sont, c'est que je peux y arriver aussi. Et ça me donnait vraiment la motivation et j'ai poussé. Donc là où c'est intéressant, c'est que tu t'es pas comparé à d'autres, tu t'es inspiré par d'autres. Ouais, je m'inspire toujours. Cette notion, elle a vraiment une grande valeur parce que quand on se compare, on peut se minimiser, alors quand on s'inspire, on va se tirer vers le haut. C'est très beau ce que tu dis. Il y a une grosse différence entre se comparer parce que quand tu te compares, tu vois en fait les côtés négatifs chez toi, tu vois ce qui va pas chez toi, ainsi de suite. Par contre, quand tu t'inspires, tout ce que la personne fait, tu souris parce que tu te dis ah mais c'est pas mal, je peux trouver ça de mon côté, je fais ça, ça sera différent de ce qu'il a fait, mais ce sera mieux, ainsi de suite. Et quand tu t'inspires, t'as pas de haine en fait envers la personne, t'as que de la gratitude pour ce qu'il fait. Donc moi j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui pour des gens qui sont des concurrents à moi dans le domaine. Mais moi, j'ai de la gratitude parce que s'ils n'avaient pas été là, je n'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a motivé à ne pas abandonner? Il y a une première chose, c'est tout ce que tu veux faire dans la vie, pour moi, projette-toi un peu dans l'avenir. Projette-toi sur 5-10 ans et demande-toi, quand tu te projettes, quand tu fermes les yeux, quand tu te projettes, est-ce que tu es bien là où tu veux y être? Est-ce que là-bas, tu te sens à l'aise? Et quand je me projetais dans le chemin qui était tout tracé, je finis les études, je voulais faire finance à l'époque. Je trouve un boulot à Paris, à faire du métro, boulot dodo. J'ai un salaire de 2000, 2500 € par mois. Je paye le loyer, il me reste presque rien. Je peux pas voyager, j'ai pas le temps. Je pensais à tout ça. Je me disais que c'était pas une vie qui m'inspirait. Et au-delà de ça, je pensais à... En fait, moi, j'adore ma famille. Donc, ma famille d'où je viens et tout, mes sœurs, ma mère et tout. Et en Afrique, tu sais, les familles sont grandes. Donc, moi, je pensais à toutes les personnes que j'avais envie d'aider. Et je pensais à mon salaire futur. Je me disais, avec ce salaire futur, est-ce que je pourrais aider toutes ces personnes? Est-ce que je peux avoir le temps de voyager avec ce salaire? Est-ce que je peux aider ma mère à construire une maison? Et tout ça, quand je me projetais, je me dis non, c'était pas possible avec ce salaire-là. Donc, rien que penser 10 ans plus tard, dans le chemin qui était tout tracé, je me disais, c'était pas une alternative. Il fallait que je fasse autre chose à côté. Il fallait que tu prennes un chemin différent. Il fallait que je prenne un chemin différent. Et c'est comme ça que je me prends un chemin différent. Aujourd'hui, je finis mes études, tout le monde cherche du boulot. Je n'ai pas cherché de boulot, moi, parce que je suis bien dans ce que je fais. Et je sais qu'en un mois, il y a des mois aujourd'hui, c'est pas pour se la péter. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui se la pète. Mais en un mois, tu peux te faire, c'est que tes amis qui vont trouver un boulot vont se le faire en une année. Tu vois. Et pour moi, il y a pas, ça n'a pas de prix. Mais tout ça, c'est parce que tu as accepté de prendre un chemin différent de la masse, en fait. Tu as pris des risques que des gens n'ont pas osé prendre. Donc la notion de risque est importante. Et surtout, tu as mis du temps et de l'énergie et des ressources. Moi, c'est
version similaire à toi, donc j'étais pas dans une situation aussi compliquée que la tienne. Parce que déjà j'étais en France, donc j'étais pas immigré dans un pays, donc forcément ça simplifie les choses, on va pas se voiler la face. Mais moi j'ai travaillé sur un bateau sur Paris en tant que serveur et je finissais à 2h du matin. 2h du matin, il faut prendre le quotidien, 2 heures pour rentrer chez soi. J'habitais à Paris à l'époque? J'habitais dans le 91. Et donc du coup je travaillais à Paris, sauf que il me fallait 2 heures pour rentrer tous les soirs. 2 heures pour rentrer. C'est long, tu t'endors dans Noctilien, enfin je prenais 2 Noctiliens. Et donc forcément aussi moi j'avais lancé ce challenge de une vidéo tous les jours et j'ai fait ça pendant 1 an. Parce que maintenant je partage des vidéos tous les jours mais tu vois elles sont pas créées tous les jours. Je suis organisé. Voilà, j'en crée 5 d'un coup, 7 d'un coup, planifié. Et les diffuser. Mais il y a une époque où littéralement je créais une par jour. Enfin j'aurais pu en créer 2 mais je voulais non. 1 an j'en crée une par jour. Incroyable. Et parfois j'arrivais fatigué du boulot, 2 heures du matin aussi et je la faisais. Non mais ça c'est incroyable parce que moi j'ai des potes à moi qui disent ouais mais t'es inspirant. Moi je me suis... En fait toujours se fixer des objectifs. Quand je suis allé sur YouTube, tout le monde me disait c'était dur YouTube ainsi de suite. Mais moi je me suis dit je veux faire une vidéo par semaine pendant 1 an. Je vais pas m'arrêter. Et ça s'est pas arrêté au bout d'1 an, ça a toujours continué. Même aujourd'hui, c'est mon rythme. Je fais une vidéo sur YouTube par semaine. Moi, je trouvais ça énorme et les gens trouvaient ça énorme. Mais quand tu me dis une vidéo par jour, respect, d'accord. Après, moi, j'étais dans les études aussi. Ouais. J'étais dans les études et à côté de mes jobs, j'avais les études et une vidéo YouTube. Contrairement à beaucoup de YouTubeurs, moi, je fais... c'est ça ma différence, c'est que je prends le temps de travailler vraiment mes vidéos, tu vois. Je mets les animations, je mets les titres, je mets les images libres de droit, je sers vraiment plein de choses et à cause de tout ça, ça fait que ça me prend beaucoup plus de temps une vidéo. Donc une vidéo, je ne peux pas le faire en un jour, sauf si je suis vraiment motivé. Ça m'arrive, un événement se passe, je me dis, il faut que je parle dessus parce que ça c'est important. Je le fais, mais franchement, chapeau pour une vidéo par jour. Merci. Et chapeau pour tout ce que tu as accompli, mais c'est vrai que cette notion de risque, pour moi, elle est essentielle et c'est vrai que parfois, dans l'aventure entrepreneuriale, on peut être confronté à des problèmes du coup financiers pour payer des salaires, payer des gens, etc. Moi, j'ai vécu même, vu que ça fait longtemps que ma société est ouverte, enfin j'en ai même plusieurs, il y a eu des moments donnés où je ne me suis pas versé de salaire parce que je ne voulais pas virer des gens de mon équipe. Et tu es confronté à des trucs où tu dis, j'ai plus de dépenses que ce que je gagnais avant en 1 année. Et en fait, ça devient problématique. Et c'est là que tu vois qu'il peut y avoir un shift de paradigme où toute ta vie, tu es au SMIC, chose qui était mon cas avant, j'ai eu plus de 25 boulots. Et la plupart de mes 25 boulots que j'ai eu, je les ai eus avant 24 ans. Donc tu vois, j'ai changé plein de boulots, j'ai fait plein de petits boulots, tous les petits boulots que tu peux nommer, ménage, cuisine, service, plonge, centre de tri de déchets, j'ai fait tous ces petits trucs-là. Et donc du coup, tu es toujours au SMIC. Et un jour, tu vois que tu as des dépenses mensuelles qui dépassent ce que tu gagnais à l'année en fait. Jim Rohn disait It's not the money for the money, it is for... Bon, en gros, je sais pas ce qu'il disait exactement. Il disait que c'est pour ce que ça représente. Parce qu'en fait, c'est des chiffres et donc du coup, tu peux voir une progression plus facilement. Tu vois, tu peux voir une progression dans ton aspect relationnel avec des gens, tu peux voir une progression dans tes méditations, tu peux voir une progression dans ta forme physique. Mais la progression mathématique, elle est plus simple à voir, elle est plus simple à mesurer. Parce que c'est des chiffres. C'est des chiffres directs. C'est des chiffres. Et donc ça peut aussi jouer sur la confiance que tu as en toi. Le fait de gagner plus parce que tu réalises que ce que tu entreprends fonctionne. Et donc du coup, tu as plus confiance en qui tu es aussi. Et je suis persuadé que tu me dis que c'est le contraire, mais tu as pu voir aussi le fait de gagner plus, une confiance en qui tu es. Bien sûr. Dans le fait d'entreprendre plein de choses nouvelles. Bien sûr, parce qu'à l'époque, je parle même pas de quand tu touches 1 000 €, mais rien que quand je commençais à faire ma chaîne YouTube, par exemple, c'est là que j'ai commencé à monétiser parce que je faisais beaucoup de contenu gratuit. Et tu vois qu'en 1 mois, tu fais 2 000 € sur YouTube, tu te dis waouh, j'ai jamais touché ça de ma vie. Mon premier gros salaire, c'est YouTube qui me l'a donné. Alors que je faisais du ménage à côté, dans la restauration et tout. C'était payé au SMIC et ça aussi, parce que c'était l'été. Mais pendant les cours, je gagnais parfois 400 € par mois. Quand je faisais du 45 minutes pour aller bosser au Futuroscope pour revenir, j'avais 400 € par mois, 500 €. Quand j'avais 500, j'étais content. Tu payes ton loyer et tout ça. Donc franchement, tu as un décalage qui se passe. Donc pour toi, c'est quoi on va dire les 3 choses ou les 2 choses les plus essentielles pour une personne pour changer sa vie, par exemple, financièrement? Changer sa vie financièrement, trouver quelque chose qu'il aimerait faire. Genre, aujourd'hui, en fait, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas aller en fait où tu veux parce que tu ne sais pas. On dit qu'il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tous les vents lui seront favorables. Magnifique. Donc, moi, la première chose que je demanderais à la personne, c'est de s'asseoir, prendre le temps de vraiment travailler sur soi déjà et se dire qu'est-ce que j'aimerais lancer.
dans quoi j'aimerais me lancer. Peu importe ce que tu veux faire. Une fois que tu as trouvé ce que tu veux et que tu décides maintenant de te mettre à fond dans ce domaine-là pendant un laps de temps, je pense que si tu fais des efforts cumulés en fait pendant un bon moment dans ce domaine-là, je pense que ces deux choses déjà, ça va vraiment faire une différence. Il y a plein d'autres choses qu'il faut mettre en place, il y a vraiment tellement de choses qu'on pourrait dire, mais rien que savoir ce que tu veux et te lancer là-dedans, comme tu dis, n'essaye pas, mais fais-le. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Je pense qu'à un moment, tu vas voir la différence. Parce que tu connais bien la règle des 10 000 heures qui dit que lorsque tu passes 10 000 heures dans un domaine, tu finis par devenir expert. Tout ce que je sais aujourd'hui dans le dev perso, je ne le savais pas quand je me suis lancé. C'est au fur et à mesure, je m'améliore, je gagne de l'expérience et parfois j'arrive à créer des citations. C'est parce que ça fait longtemps que je suis dans le game. Donc quand tu passes du temps dans un domaine, tu commences à devenir expert dans le domaine. Ma prochaine vidéo YouTube d'ailleurs, c'est ça, en partenariat avec une application d'apprentissage de langue. Mais le thème de la vidéo, c'est comment devenir un génie. Et on a l'impression que les génies, en fait, c'est des personnes extraordinaires. Mais non, généralement, c'est des personnes ordinaires, mais qui ont pu activer leur côté extraordinaire. Donc, parce qu'ils ont passé tellement de temps dans leur domaine à essayer d'expérimenter des choses, qu'au final, on les a appelés Albert Einstein, Henry Ford, Thomas Edison comme étant des génies, alors qu'au final, c'était des personnes... Ils ont bossé. Bossé. Ils ont bossé et le travail dépassera toujours le talent. C'est ça. Et en plus, pour voir si tu as du talent, il faut travailler. Parce que si tu ne fais pas, tu ne peux même pas savoir si tu as du talent. La notion de travail est essentielle. Il y a beaucoup de gens parfois qui oublient qu'il faut d'abord travailler dur avant de travailler intelligemment. C'est ça. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, mais il faut d'abord commencer par travailler dur parce que sinon tu ne peux pas avoir les problématiques auxquelles tu peux être confronté avant d'implémenter des systèmes, des solutions intelligentes. Mais il faut d'abord comprendre comment le tout fonctionne. Je pense que c'est ce qui s'est passé chez nous, chez toi, chez moi, dans notre domaine. En tout cas, tu commences d'abord par travailler vraiment dur. Après, plus tard, tu travailles intelligemment. Parce qu'avant, produire du contenu comme un fou, alors que ça ne te rapporte rien. Mais plus tard, tu te rends compte que, maintenant, parce que j'ai travaillé dur, je peux travailler intelligemment pour insérer 2-3 trucs pour gagner plus et travailler moins. Donc, principalement, du coup, cette notion de voir exactement où tu veux aller, la notion de risque. La notion de risque, passer à l'action, surtout l'action. Passer à l'action, et un troisième ou deux, ça suffit? Non, 2, ça suffit pas, 3, ça suffie pas. Il y a tellement de choses qu'on pourrait partager, mais voilà, vu qu'on est en train de glisser à la surface, mais il y a tellement de choses à mettre en place. Pour moi, travailler sur son environnement, par exemple, c'est important. Sur là où tu es, les gens qui t'entourent, très important parce que à l'époque, tu as parlé de est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai failli abandonner? Oui, il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais est-ce que tu es entouré par des gens qui te disent quand tu as envie d'abandonner, ouais, mais abandonne, laisse tomber, c'est fini, c'est mort ce truc-là? Ou tu es entouré par des gens qui te disent je sais que c'est dur en ce moment, mais tu vas y arriver, regarde tout ce que tu as fait, tu te sous-estimes, c'est incroyable tout ce que tu as accompli déjà. On te donne encore plus de courage, on te permet de regarder derrière toi parce que parfois, on a accompli tellement de choses, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a accompli. On a fait du chemin, mais on est juste focalisé sur ce qui est bloqué. On oublie tout le chemin qu'on a fait. Et si tu es entouré par des gens qui te font voir ce chemin que tu as fait, et ça te sauve la vie, à mon avis. Entièrement d'accord. Et donc, du coup, ça me fait penser à tout ce qui est relations toxiques. Ces personnes qui sont négatives dans ton entourage et tout, qu'est-ce que tu en fais toi? Comment tu réagis à cette négativité? J'aime bien dire une phrase. Je garde certaines personnes dans mon cœur sans forcément les garder dans ma vie. Pour moi, ça, c'est très important. Quand je comprends qu'une personne est toxique pour moi par rapport soit juste à travers la fréquentation que j'ai avec la personne, ou soit par rapport à la façon dont la personne me parle, ou la façon dont la personne me regarde, ou la façon dont la personne me pousse à me regarder moi-même, je prends mes distances. Peu importe quelle place tu as dans ma vie, même si tu es mon parent, je peux garder tout le respect que j'ai pour toi, je peux t'aimer et t'adorer, mais être loin de toi. Donc je garde mes distances. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que d'être entouré par des gens qui sont considérés comme étant des poisons en fait pour ton évolution. Et c'est vraiment très important de s'entourer par des gens qui croient en toi. Ça suffit. Moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Même pour me mettre en couple aujourd'hui avec une fille, pour moi, l'une des premières choses que je regarde, c'est est-ce que la personne croit en moi? Est-ce que la personne croit en moi et à mon potentiel, à ce qu'on peut faire demain, jusqu'où on peut aller. Mais si tu es avec quelqu'un qui doute de toi, imagine ton partenaire ou ta partenaire te dit « Ouais, mais ça sert à rien tes trucs-là, tu vois ». Ça te décourage, tu te dis « Merde, je vais passer ». Moi, tu sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu aussi, c'est pourquoi je l'ai dit. Je l'ai vécu, c'était un moment, j'avais trouvé un accès pour aller sur les toits de Paris. Okay. J'étais justement dans le 18e en plus, mais pas le 18e haut, le 18e bas. D'accord. Ou dans le 8e. J'étais avec une nana à ce moment-là et j'allais sur le toit de son immeuble, elle habitait au dernier étage, faire des vidéos. Et je me souviens que à cet endroit-là où je faisais mes vidéos, donc c'est des vidéos qu'on cartonnait, c'est des vieilles vidéos qui ont 100 000, 200, 300 000 vues. Ouais. Et à ce moment-là, je me souviens que
ben, elle me décourageait, elle comprenait pas parce que forcément je gagnais pas d'argent. Je faisais que dépenser du temps. Elle comprenait pas pourquoi je faisais ça. Et donc je me souviens très bien à ce moment-là où j'étais sur le toit de Paris, tu vois la tour Eiffel au loin. Ok. Et c'était illégal, hein. Tu montes sur les toits. Bon. Ouais. Et tu faisais des vidéos, je voulais un beau décor et tout ça. Et je me souviens qu'à ce moment-là, elle croyait pas en moi. Je me souviens même aussi, mais alors mon point de vue c'est que tu peux aussi, je suis entièrement d'accord avec la notion de les garder loin, mais si à un moment donné tu es confondé, tu peux t'en servir comme fuel pour leur prouver un peu comme si qu'ils avaient tort. Moi je me souviens de ma propre famille hein, que j'apprécie. D'ailleurs, il y a une histoire magnifique que je partageais de mon cousin. À l'époque où je voulais vivre de la musique. Donc, j'ai vécu pendant plus de 3 ans de la musique. Avant que ça devienne problématique parce que j'ai fait n'importe quoi et je me suis retrouvé à faire de la musique dans la rue, non pas par plaisir, mais par besoin. D'accord. Il y a un chiffre que j'ai vécu. Mais au début, c'était par plaisir. Donc, c'était une volonté. Et ma famille ne croyait pas en ça. Et je me suis dit, tiens, je vais leur prouver que je vais réussir. Et pareil pour vivre en ligne. Là, c'était ma grand-mère, parce qu'en ligne, elle ne comprenait pas. Ouais. Je vais prouver que je vais réussir. Et d'ailleurs, il y a mon cousin, un jour, des années plus tard, il m'envoie un message, tu vois, ça me donne la chair de poule qui arrive, je le sens. Parce que ça demande une certaine... C'est là que tu vois que même des gens qui peuvent être négatifs peuvent avoir un revirement de situation et vraiment t'envoyer un message où tu es là, ils prennent une place encore plus importante dans ta vie. Il m'envoie ce message en me disant... Alors, il vient du Sud. Hein. Salut cousin, c'est juste pour dire, j'étais le premier dubitatif quand tu t'es lancé dans ton aventure sur Internet. Mais maintenant, je vois ce que tu fais et j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo. Et tu vois, ça me donne la chair de poule parce que ça fait plaisir. Parce que il admet qu'il était dans une position où il n'y croyait pas. Il ne croyait pas en toi. Et il l'admet aujourd'hui, mais il reconnaît que maintenant ça fonctionne. Ouais. Et ça fait tellement plaisir parce qu'il ne faut pas faire ça, faire quelque chose, quoi que ce soit, pour attendre quelque chose, une validation extérieure. Mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir quelqu'un de sa propre famille qui n'y croyait pas et qui finalement voit les résultats. Ouais. Et ça, c'est ultra plaisant. Non, je suis d'accord avec toi. Quand tu parles de cousin, j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'ai partagé sur mes co-réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est la même chose. C'est vraiment le concept que tu partages, il est pertinent parce qu'en fait, moi aussi, j'avais un cousin à l'époque. Il est encore mon cousin, mais j'ai pas de relation avec lui. C'est ce que je dis, moi je te garde dans mon cœur sans te garder dans ma vie. C'est un peu différent, mais ça part du même concept. Lui, il a été en fait une grosse source de motivation dans ma vie. C'est-à-dire quand j'ai eu mon visa à l'époque, avant que j'ai eu mon visa, moi j'ai écrit un petit guide que je commençais à vendre dans les universités de dev perso. Je faisais découvrir du développement personnel aux gens. C'était 24 pages, mais il y avait plein de petits principes dedans. Je l'avais appelé Devenir extraordinaire. Je vendais ça, j'ai vendu plus de 10 000 exemplaires de ça en 6 mois. Et j'ai récolté tout l'argent de ça pour financer mes études, pour venir en France parce que mon père il était décédé, j'avais plus personne pour me soutenir et tout. Et j'avais investi tout mon argent dans les frais de voyage parce que pour venir en France c'est coûteux, tu vois. Et j'avais plus rien. Et j'ai mon visa, mais il y a un gars qui m'a aidé à avoir le visa, à faire les transactions et tout. Et quand j'ai eu mon visa, j'ai eu la photocopie de mon visa et de mon passeport. Donc mon passeport c'est comme un gage. Il fallait que je rembourse l'argent pour récupérer mon truc. Donc je vais voir mon cousin qui était bien positionné et tout ça. Financièrement, il était vraiment bien, tout le monde le savait. Et il avait pas mal de contacts. Je vais lui voir, je lui explique ma situation. C'est un cousin beaucoup plus âgé, normalement c'est un tonton, mais c'est un cousin. Je lui explique ma situation, je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent pour que je puisse acheter mon billet d'avion et que je puisse retirer mon passeport pour pouvoir voyager. Une fois que je serai sur place et que je commencerai à prendre position, je te rembourserai ton argent. Il me dit, appelle-moi jeudi. Je lui dis, ok, je rentre, jeudi, je l'appelle, il décroche pas. J'insiste, il ne décroche pas, je fais tout. Et là, ce qui se passe, c'est que je me dis, je laisse tomber. Parce que moi, je n'avais jamais demandé service à quelqu'un avant. Je n'étais pas du tout à l'aise, mais on me conseillait de le faire parce que je n'avais plus aucun espoir. Et finalement, vendredi, je décide d'aller à son bureau. Je me dis, ok, puisqu'il ne répond pas, je vais aller au bureau, je vais voir avec lui. Je vais à son bureau, il y a ses secrétaires et tout. On lui dit que je suis là, j'attends. Pendant 30 minutes, j'attends. Finalement, il sort, il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Je dis, ouais, cousin, j'ai essayé de t'appeler parce que mon billet va expirer bientôt, mon visa et tout, j'ai vraiment besoin d'aide. Il me dit, je t'ai pas dit que j'allais t'appeler, tu penses que c'est une histoire de famille, je peux pas t'aider et puis dégage d'ici, vas-y, tu penses que c'est une histoire de famille, là ça se passe pas comme ça ici. Il m'a humilié, crié dessus, insulté, il a jamais cru en moi, tu vois. Et j'ai eu les larmes sur place, je suis rentré. Et quand je suis arrivé en France, parce que j'ai ma tante qui s'est débrouillée, on a tout fait pour essayer de me payer un billet, c'est pourquoi je te dis, je suis arrivé avec 900 € au départ. Et quand je suis arrivé en France, parfois j'avais envie d'abandonner. Ce rêve de devenir coach et tout, de réussir vraiment. Je ne voulais pas me contenter d'un salaire comme tout le monde qui vient en France. Donc tu as déjà l'idée avant que tu viennes en France? Ouais, j'ai commencé tout ça avant de venir en France. Le livre que j'ai écrit, c'était en France, c'était en Guinée avant de venir ici. Et donc, à chaque fois, parfois j'avais envie d'abandonner, mais c'est quand tu penses à lui et tu te dis, non, si je m'arrête, je lui donne raison, tu vois. Et aujourd'hui, je suis assez fier parce que
il y a quelques mois, en avril dernier, je suis rentré dans mon pays pour la première fois depuis que je suis sorti. Ok. Et pour faire une grande conférence, je fais une conférence de plus de 400 personnes. On a rempli un hôtel 5 étoiles, vraiment blindé de personnes. Mon nom passait à la télé partout, mes affiches partout. Et je sais qu'ils les voyaient. Et moi, ça me faisait plaisir. Et c'était un honneur pour moi de venir et de faire quelque chose d'aussi grand et que tout le monde parle du bien de moi comme ça. Et j'aurais bien aimé le rencontrer par accident. Et quand je le rencontrerai, j'ai aucune haine envers lui. Beaucoup de reconnaissance parce que vraiment, il a été une source de motivation pour moi. Mais quand je le verrai, tu vois, je payerai un café pour lui, tu vois. Je te jure. Je payerai un café et je lui dirai juste un petit message. Si tu ne peux pas aider une personne, ben, ne lui dis pas des paroles qui vont le blesser parce que ça va être vraiment une vraie source de motivation pour cette personne, pour te prouver en fait que tu as eu tort de douter de lui. Et moi, ça a été mon histoire. Et il y a un truc qui m'intrigue, j'ai pu voir récemment, tu as eu un problème avec ta page Facebook, tu t'es fait pirater, etc. Comment tu as vécu le fait, entre guillemets, de perdre ce que tu avais créé? Parce que je l'ai vécu d'une manière un peu similaire, c'est différent. Moi, comment j'ai vécu, mais ta raconte-moi chaîne ça. YouTube, toi aussi? Ouais, bon, moi, c'est rapide à expliquer. C'était il y a très longtemps, j'étais en Inde. Et bon, les gens ne vont pas forcément comprendre, c'est un truc technique, mais il y avait compte personnel et compte de marque. Okay. Et pour donner des accès à YouTube à l'époque, maintenant ça a changé, il fallait faire un transfert de compte personnel à compte de marque. J'étais en Inde, j'appuie sur transférer. Ils disent bien que ça va supprimer ça pour le mettre là, donc il y a un transfert. Et à un moment donné, on est en Inde, donc coupure d'électricité. En Afrique, je suppose qu'il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Voilà, coupure d'électricité, et là, du coup, le PC plante. La transaction n'est pas finie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'électricité ou pas. En attendant, c'est buggé. J'envoie un message le vendredi parce que j'ai plus accès. Ma chaîne a disparu. Non. Ma chaîne a disparu. J'envoie un message le vendredi. Google, ils disent en fait, vendredi, on ne travaille pas. Et en plus, j'avais une adresse mail spéciale. Il se passe tout le week-end. Et jour après jour, je disparaissais de plus en plus. Au début, il y avait juste ma chaîne qui disparaissait, mais il y avait mes vidéos. Le lendemain, en 48 heures, il y avait à cette époque-là, genre 800 vidéos sur YouTube. Le lendemain, il n'y a plus les vidéos qui sont disponibles, mais il y a encore les miniatures. Au bout de 48 heures, il n'y a plus les vidéos. Non. Et en 72 heures, mec, il y avait apparemment un mec qui s'appelait Jean Laval, parce qu'il y avait plein de playlists. Tu voyais qu'une seule chose, des playlists qui avaient mon nom, mais sans vidéo de moi. Rien dedans. Plus rien. Ah, ça fait peur, ça. Et donc ça fait peur. Moi, je l'ai vécu... j'avais deux pensées à ce moment-là. C'est... Bon, enfin, même trois pensées. C'est une un peu, bon, ouais, j'abandonne YouTube. Je fais tout sur Facebook. Allez, je recommence, c'est pas grave. Et... Non mais en fait j'abandonne pas ma chaîne, je trouve une solution pour la récupérer. Et c'est celle que j'ai choisie comme option. C'était très dur pour moi de le vivre à ce moment-là parce que je voyais des milliers d'heures. Au-delà des vidéos, je voyais juste ces milliers d'heures de travail disparaître d'un coup comme en ça, un claquement de doigts. sans sauvegarde et tout. Et c'est là que tu vois que le cerveau est très fort parce que j'arrivais pas à trouver des solutions, etc. parce que c'était le week-end et rien réagissait, rien faisait, j'avais même plus accès, etc. Il m'a fallu 8 jours pour la récupérer complètement. Parce qu'à un moment donné je l'ai récupérée mais je pouvais pas y avoir accès. Et j'envoyais un mail, il me répondait une fois, par jour. Donc c'est là que tu vois que le cerveau, il fait des choses extraordinaires. C'est que je cherchais absolument des solutions et un contact. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je peux avoir un contact chez Google? Je cherchais. Et là, je me souviens d'une phrase qui était « c'est des mecs de chez Google ». Je me souviens que j'ai entendu cette phrase de quelqu'un qui s'appelle Fred qui disait « c'est des mecs de chez Google ». Et là, je me souviens qu'on sortait des Static Dance, d'une danse à Paris, et qu'il me disait cette phrase, et il parlait d'un mec qui s'appelle David, qui organisait à l'époque les Daybreakers, donc c'est des soirées à 6h du matin le vendredi. Et du coup, je l'ai contacté, et lui, il était en tout cas assez haut placé, il travaillait en Californie, et il m'a mis un ticket, et la solution s'est résolue très rapidement dès qu'il a mis ce ticket en place. Et donc du coup, c'est là que tu vois que le cerveau, il a cette capacité d'aller chercher vraiment quand tu es confronté à une problématique, quand il a besoin de quelque chose. Donc raconte-moi ton histoire, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Moi, je l'ai vécu, on va dire, pour être honnête, moi, ça m'a beaucoup affecté aussi, ça m'a touché. Parce que moi, j'ai tout commencé sur Facebook, tout est parti de là, mes premières images, mon premier passage à la télé, tout ça, c'était cette page, tu vois. Et voir que tu perds cette page comme ça d'un coup. Ce qui s'est passé, c'est que moi, d'un coup, j'ai vu une publication sur ma page qui ne venait pas de moi. Pourtant, moi, je clique jamais sur des liens et tout ça. Mais j'ai vu une publication, je dis non, ça, c'est pas moi. Donc là, je vais supprimer la publication. Je me dis, attends, je change de mot de passe. Pendant que je change le mot de passe, dès que j'ai terminé de changer le mot de passe, j'ai reçu un autre mail en me disant, ce mail confirme que vous n'êtes plus administrateur de votre page. De la page Carrément Sangaré FR. Et là, j'étais là en mode, quoi? Et là, je fais tout ce que je peux. Je clique nanana partout. J'essaye de contacter Facebook. Je passe par des liens et tout. Je vais dans
assistance et tout, je fais tout, j'arrive pas. Et je contacte des gens qui ont aidé d'autres personnes à récupérer les pages. Je regarde sur YouTube, je pense que j'ai regardé plus de 100 vidéos sur YouTube pour comment résoudre le problème. Et il y a 2 vidéos en français. Tout le reste, c'est des Indiens qui racontent les mêmes problèmes et tout. Au final, je ne trouve pas de solution. Je contacte des gars que je demande, je leur paye pour qu'ils puissent m'aider et tout. Mais au final, on essaye tout. J'ai des contacts aux États-Unis. Il y a un gars, il appelle aux États-Unis. On a fait une démarche, une procédure. Ils m'ont dit, votre page est en cours d'examen. Et ça a duré 3 semaines. Je n'ai pas eu de solution. C'est resté en cours d'examen. Après, ils ont enlevé un cours d'examen, mais je n'ai pas récupéré ma page. Et donc, ça faisait très mal de voir que perdre une page de plus de 700 000 abonnés, alors que tu avais mis beaucoup d'années à construire tout ça. Moi, ça m'a beaucoup affecté, mais... Tu l'as récupéré? Non. Ah non? Non. Ah, moi je pensais que tu l'avais récupéré. Non. Non? Non, je ne l'ai jamais récupéré. Je l'ai perdu totalement. Non, mais c'est ça? Je te jure. Ah, mais j'étais persuadé que tu l'avais récupéré. Non, en fait. pas du tout. Je ne l'ai pas récupéré. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment donné envie d'abandonner. Bon, bah, faut que les gens aillent s'abonner à cette chaîne Facebook. Hein. Ouais, c'est une nouvelle page que j'ai créée. Ouais. On met le lien en description. Ouais, je absolument s'abonner. J'ai créé une nouvelle page, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais totalement découragé parce qu'en fait, je ne sais pas si tu connais la monétisation Facebook. Facebook, c'est aussi monétisé que YouTube. Et sauf que moi, je gagnais plus d'argent sur Facebook que sur YouTube parce que ma communauté était encore beaucoup plus engagée là-bas. Donc, il y a des mois, j'étais à 3000, pas mal, tu vois. J'étais vraiment pas mal. Il y a des mois, tu peux monter plus. Et perdre ça d'un coup et te dire que c'est un claquement de doigts, c'est parti, ça faisait mal, tu vois. Et donc, j'ai failli abandonner. Et j'ai reçu un message de ma petite sœur qui disait tu peux pas abandonner à cause de toutes ces personnes qui croient en toi et surtout à cause de moi, ton plus grand fan. J'adore tes vidéos et tout. Et quand ta petite sœur, elle te dit ça, tu te dis ok, il y a raison que tu restes dans le game. C'est juste sous l'effet de l'émotion et tout, tu dis que tu abandonnes, mais tu sais que tu peux pas faire autre chose, c'est ton travail. Donc, j'ai eu la motivation de recréer une nouvelle page, de me dire ok, ma page, elle est là. C'est juste que je suis pas administrateur, mon ancienne page. Elle est là, tu tapes Karamo. Tous les jours, le nombre d'abonnés augmente. Quand j'ai eu le problème, j'avais 720 000. 3 semaines plus tard, j'avais 770 000. Mais je n'ai pas la page. Donc là, j'ai créé une nouvelle page il y a 2 semaines. Okay. On est en train de pousser ça petit à petit. Ce n'est pas simple parce que je n'ai pas la même motivation que la première, mais j'essaye de pousser ça comme je peux. Bon, au moins, la moralité de l'histoire, c'est que tu n'abandonnes pas. Non. Et ça, c'est le plus important. Non, c'est très important parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à chercher des solutions, mais un truc qui dit qu'il y a des choses sur lesquelles tu as un contrôle, tout comme il y a des choses sur lesquelles tu n'auras pas de contrôle, le stoïcisme, tu vois. Et donc, moi, j'ai fait tout ce qui avait à mon pouvoir. Tout ce qui était à mon pouvoir pour pouvoir récupérer la page. J'ai pas eu de solution. J'ai pas réussi. J'ai vraiment tout essayé. J'ai pas réussi. Et puisque j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, là, je me rends compte que c'est plus à mon pouvoir. Donc, je laisse comme ça. Je laisse, je sais pas, la nature, la vie, gérer ça comme il faut. Et je me concentre sur ce que je peux. Ce que je peux, c'est de créer une nouvelle page et d'alimenter ça comme je peux pour essayer de la remonter. Donc, et une des leçons de morale aussi, c'est d'où l'importance de se diversifier. De ne pas dépendre d'une seule plateforme, c'est très important. Heureusement, tu vois, parce que j'ai... avoir d'autres plateformes comme TikTok, j'ai plus de 3,8 millions, je crois, d'abonnés sur TikTok. Du coup, à travers les lives que je fais, j'ai pu rediriger quelques personnes là-bas. J'ai Instagram, j'ai toujours ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo. Donc, tout ça permet de savoir que tu as quand même un pied sur terre. Donc, je vois ça comment? Je vois ça comme si tu avais un verre. Tu vois ce verre que tu as là? Tu avais un verre qui est soit à moitié plein, soit à moitié vide. Donc, ce verre, il est là. J'ai beaucoup d'eau là-dedans, normalement. Donc, je prends l'eau comme le nombre d'abonnés. Ce n'est pas les humains, mais le nombre d'abonnés. Donc, on m'enlève une grande partie, mais il me reste quand même de l'eau là-dedans. Donc, c'est soit je me contente de l'eau que j'ai, ou soit je passe ma vie à me plaindre pour l'eau qu'on m'a enlevée, tu vois. Donc, je me contente de... Je me dis, j'ai perdu une plateforme, mais j'en ai 3 autres et je peux encore survivre. Donc, on peut toujours se relever. Et comme le dit, je ne sais pas, c'est Mandela qui le dit, le plus fort, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais c'est tomber et se relever. Donc, pour moi, là, c'est un challenge pour moi parce que je fais des formations sur la création de contenu. Ça m'a donné un challenge. Je me dis, tout le monde a vu que j'ai perdu une page de plus de 700 000 abonnés. Je recrée une nouvelle page. Je compte le nombre de jours qui se passent et le nombre d'abonnés qui vient. Et voyons voir où ça mène dans 3 mois. 3 mois ou 4 mois. Et puis, si je parviens à monétiser ça et que je parviens vraiment à faire le nombre d'abonnés encore auquel personne ne s'attendait, ça me permet encore de peut-être revendre encore ces compétences-là à d'autres personnes. Plus légitime, exactement. Exactement, ça me donne une crédibilité. On se dit, s'il l'a fait une fois, c'est peut-être une chance, mais s'il l'a refait une deuxième fois, là on ne parle pas de chance, c'est parce qu'il y a vraiment une stratégie derrière. Exactement. Alors du coup, il y avait une autre question que je voulais te poser, c'est par rapport à tout ce qui est relationnel, parce que c'est quelque chose que tu fais et que tu expliques très bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des personnes qui sont célibataires, notamment pourquoi pas plus des hommes? On peut parler des femmes aussi. Hein. Peut-être tu vas vouloir segmenter, peut-être pas. Je te laisse gérer la chose. Okay. Conseil pour les célibataires qui veulent se mettre en relation, qui veulent trouver l'amour, qui veulent être avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais?
Étant donné que de temps en temps j'en parle sur ma chaîne YouTube, je sais que pas mal d'hommes aujourd'hui rencontrent ce problème-là. Donc généralement, beaucoup d'hommes ont, ça dépend de l'âge, de la tranche d'âge en tout cas, mais des jeunes qui sont un petit peu, qui sont dans la vingtaine jusqu'à 30 ans, ont beaucoup plus de mal en fait à trouver une copine qu'une femme. Donc la femme, elle a beaucoup plus de facilité, elle a beaucoup plus d'abondance. On a parlé une fois dans une interview avec quelques amis en fait, de la carence en fait, sentimentale des hommes. Donc aujourd'hui, quand un homme il te dit qu'il se sent seul, c'est qu'il se sent vraiment seul, c'est qu'il n'y a personne. Et quand une femme te dit qu'elle se sent seule aujourd'hui, il faut compter au moins 5 mecs qui sont dans son DM, mais qu'elle ne calcule pas parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc elles ont le choix par rapport aux hommes. Mais si tu es un homme aujourd'hui et que tu penses que tu te sens seul, tu es dans la solitude, tu aimerais rencontrer quelqu'un, mais tu as du mal, et à chaque fois tu essaies de rencontrer, ça ne marche pas, j'en ai eu pas mal. Je connais pas mal de mecs qui me disent, dès qu'ils commencent à sympathiser avec une fille, bah, ils se retrouvent dans la friend zone et ça ne se passe pas comme il veut, alors que ce n'est pas ce qu'il veut, lui, ainsi de suite. Moi, je te dirais tu as parlé d'un truc tout à l'heure, travaille sur ton jardin et fais en sorte que les papillons viennent, tu vois. Et ça se passe comme ça exactement dans les relations aussi. Parce que si tu es tout le temps à la chasse et que tu vas vers les filles, mais ça ne marche pas à chaque fois, la folie, comme le dit Albert Einstein, c'est de continuer de faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. J'ai fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça ne donne pas les résultats que je veux. Qu'est-ce que je fais? Je change de stratégie. J'essaye de voir les choses autrement. Je m'y prends autrement. Donc, comme ma stratégie ne marche pas, alors je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Au lieu de passer mon temps à courir après des femmes, essayer de draguer n'importe comment parce que là, tu n'es même plus… Il y a certains, ils n'ont même plus peur en fait. Il n'y a pas cette timidité-là. C'est juste que ça ne marche pas parce qu'il y a un problème. Donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, tu travailles sur toi. Tu travailles sur ton jardin. Tu fais en sorte d'embellir ton jardin. Et comme ça, quand un papillon vient, le papillon, il va venir lui-même parce que le jardin… Il veut rester dans le jardin. Il veut rester dans le jardin. Et quand il vient, il veut rester. Mais par contre, quand tu sais parler aux femmes et que tu sais les aborder et tout, mais que tu n'as pas ce qui les attire, tu n'as pas ce qui les donne envie de rester, c'est normal que tu te retrouves dans la friend zone. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil très concrètement? Alors, premièrement, tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que forcément, il y a un truc qui ne va pas. Ça se trouve, tu as une mauvaise haleine, les femmes, elles n'aiment pas ça. Ça se trouve, tu ne sais pas parler. Ça se trouve, tu n'as pas un physique attirant. Ça se trouve, tu n'es pas ouvert d'esprit d'une certaine manière. Tu essaies de te poser des questions par rapport à tout ça. Une fois que tu as énuméré un peu les problèmes, tu essaies de travailler sur ces domaines-là. Donc aujourd'hui, il y a des trucs, il y a des pions qui ne manquent pas. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire qui vont forcément améliorer tes relations. La première chose, c'est de prendre soin de toi physiquement. Donc le physique, on ne peut pas mentir, ça ne peut pas être un désavantage si ce n'est pas un avantage. C'est toujours un avantage. Donc si tu penses que tu as un physique aujourd'hui qui n'est pas forcément attirant et que quand tu t'habilles dans des vêtements, ça te prend moins, travaille sur ton physique. Ça ne coûte absolument rien aujourd'hui d'aller à la salle de sport. Donc je vais à la salle de sport, je commence à travailler sur mon physique, je me crée une habitude saine et j'essaie de prendre soin de moi, de faire en sorte que… Il y a un truc très pertinent que j'aime dire à chaque fois. Est-ce que si j'étais une femme, j'aimerais sortir avec moi-même? C'est beau ça. Et moi, quand je me pose cette question, ça me permet de voir les choses clairement. Parce que si je ne veux pas sortir avec moi-même, si j'étais une femme, ça veut dire que je ne suis pas encore assez bien. Donc, je vais au sport, je me regarde dans le miroir, je me dis « Waouh, t'es vraiment pas mal ». Et à partir du moment où je peux me dire ça, c'est que je sais qu'une autre femme pourrait dire aussi la même chose parce que je me mets à la place de la femme, je me dis « Là, ça va ». Donc, je travaille sur mon physique. Je travaille sur mes finances parce que si tu veux avoir des dates, il faut assumer après. Si tu invites une femme au restaurant… tu ne vas pas l'inviter pour la première fois au restaurant et tu la laisses payer, donc c'est mort après. Donc il faut que tu sois assez bien financièrement pour pouvoir l'inviter au restaurant et assumer ça. Donc il faut que tu travailles sur tes finances. Tu ne peux pas te contenter. Peut-être si tu as un bon boulot et que tu as un bon salaire, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai absolument rien contre le salariat en vrai. Contrairement à d'autres entrepreneurs qui pensent que tous les salariés, c'est de la merde. Absolument, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire la même chose. Mais si tu as un petit projet sur lequel tu travailles qui commence à te générer de l'argent, un revenu, un statut, ça c'est beau. Et toutes les femmes ont besoin de sécurité. Elle a besoin de savoir que cet homme avec qui elle veut sortir s'assume, il prend soin de lui, ainsi de suite. Donc, tu prends soin de ton physique, tu prends soin de tes finances. Si tu peux élever ton statut social, ça, c'est encore mieux. Par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Quand tu dragues une fille, qu'est-ce qui se passe pour la première fois? Elle ne va pas te donner son numéro, elle refuse. Elle te dit, ouais, prends mon Insta. Ok, je te passe mon Instagram. C'est différent. Si j'ai un Instagram où j'ai des photos éclatées ou qui ne vendent pas en fait mon image, parce qu'aujourd'hui c'est du marketing, même des relations, si je ne sais pas me vendre sur les réseaux, bah, si je lui passe mon Instagram ou qu'elle me passe son Instagram, elle va directement faire le FBI. Elle va aller fouiller, regarder un peu. Si tu ne lui plais pas, zap.
Elle ne va même pas répondre à ton message. Donc, tu prends soin de ton Instagram. Tu n'es pas obligé d'être influenceur, mais au moins les photos que tu mets, que ça soit digne de toi, même s'il n'y a pas beaucoup de photos, même s'il n'y a que 2, c'est comme ta pièce d'identité aujourd'hui que tu donnes à quelqu'un. Donc, la personne peut regarder et avoir une idée de toi, de qui tu es. Donc, moi, je te donne mon Instagram, tu vois, oh, il est pas mal quand même, il est suivi par tel nombre de personnes, ça veut dire que c'est une personne importante. Ça fait une preuve sociale et elle va se dire, sans moi, lui, il vit quand même. Parce que c'est très dangereux, ce qui ne va pas avec beaucoup d'hommes qui galèrent aujourd'hui dans les relations, c'est que quand tu dragues une fille et que tu lui fais comprendre que tu as vraiment besoin d'elle, les gens n'aiment pas les gens qui ont besoin d'eux. Parce que quand une femme, elle sait que tu as besoin d'elle pour vivre, pour pouvoir être heureux, pour être bien, elle n'a pas envie d'être avec toi. Parce qu'elle sait que toi, elle va combler un besoin. Mais par contre, si elle sait que qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, toi, tu seras bien, tu vas avancer, tu vas trouver quelqu'un d'autre, et bien directement, elle se dit que tu as un challenge quand même. Donc, elle a envie de montrer qu'elle est à la hauteur de ta vie. Donc, il faut qu'elle se dise que toi, tu es un challenge. Au lieu que toi, tu ne fasses d'elle un challenge. Est-ce que toi, tu veux l'obtenir ou est-ce qu'elle veut t'obtenir? Donc, quand tu joues sur cette parité-là, je pense que ça te fait gagner déjà pas mal de points. Voici quelques points que tu peux mettre en place, en tout cas. Ok, bah, tout ça, c'est super intéressant. À la limite, pour toutes les personnes qui se sont retrouvées célibataires par une rupture, pour toi, c'est quoi la cause d'une rupture, d'une manière générale? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une relation s'arrête? Qu'est-ce qui met fin à une relation? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses font qu'une relation s'arrête. Une relation s'arrête parfois parce que les 2 personnes peuvent s'aimer, mais l'amour ne suffit pas. Donc, pour être très bref, une relation peut s'arrêter parce que la routine s'est installée. Parce qu'au début, quand tu rencontres une femme ou un homme, bah forcément, tu es dans la phase de séduction. Donc, ce n'est pas vraiment la phase de relation, c'est différent. Donc, au début, vous sortez, vous faites des sorties, vous faites des soirées, vous organisez des trucs ensemble, vous partez en week-end. Donc, tout ça, ça fait que c'est assez excitant. Ça crée des beaux souvenirs, ainsi de suite. Mais une fois que les gens ils se sont mis ensemble, ils sont en couple, ils se croient acquis. Ils font plus de sorties, ils font plus absolument rien. Donc, ça tue en fait la relation petit à petit. Donc, l'une des causes des ruptures, c'est le fait de laisser la routine s'installer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la communication. Donc les gens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils s'enferment. Ils se prennent la tête directement et au lieu de s'asseoir, de discuter comme 2 matures, ils restent chacun de son côté, l'ego prend place, ainsi de suite. Non, s'il ne me parle pas, je ne vais pas lui parler. Et des petites choses comme ça font qu'une relation se brise. Et une troisième chose, c'est l'irresponsabilité. Rejeter tout le temps la faute sur l'autre. Quand il y a un problème, c'est que j'ai forcément ma part de responsabilité, tu as ta part de responsabilité. Reconnaître mes erreurs et discuter avec toi, c'est la première chose. J'ai vu une vidéo une fois d'un couple et puis il y a eu un problème entre eux et tous les 2 se battaient pour prendre la responsabilité du problème. Et c'est incroyable. L'autre disait non, c'est de ma faute. Non, l'autre disait non, c'est pas toi, c'est de ma faute. Et imagine, tu es dans une relation où personne n'a peur en fait de dire c'est de ma faute. Bah forcément, la relation ne peut que se passer mieux parce que chacun voit en fait son erreur. Et quand vous voyez vos erreurs, vous vous pardonnez, vous discutez, vous communiquez là-dessus et normalement ça passe. Mais un couple qui ne communique pas, le secret en fait des couples qui marchent, c'est pas forcément un couple qui ne se dispute jamais, mais c'est un couple qui se dispute, mais après qui communique dessus pour essayer de trouver Une solution en commun. Okay. Donc pour moi, voici des clés qui font qu'aujourd'hui, sans ces choses-là, sans ces bases-là, en fait, une relation ne peut pas rester à long terme. Il y a une dernière chose, mais ça, c'est très peu de personnes voient cela, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble aujourd'hui sans forcément calculer en fait est-ce qu'ils sont compatibles. Donc au début, à la phase de séduction, on se rencontre et tout, mais avant de te mettre en couple avec quelqu'un, passe encore du temps avec la personne, essaie de comprendre la mentalité de la personne, sa vision de l'avenir, ainsi de suite. Ça se trouve, toi tu veux des enfants et la personne ne veut pas des enfants. Ça se trouve, toi tu aimes voyager, la personne déteste voyager, tu vois. Donc juste voir la vision de la personne par rapport à comment elle veut élever les enfants, est-ce qu'elle veut avoir des enfants, comment elle voit le travail, comment elle voit l'éducation des enfants, ainsi de suite. Lorsque vous discutez sur ça au fur et à mesure, là je parle des enfants, mais par rapport aux choses quotidiennes de la vie. Parce que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un physiquement que ça va bien se passer à la maison. Exactement. Donc prendre le temps d'abord de vraiment connaître la personne avant de s'engager, de se dire oui, là on peut se mettre ensemble. Pour moi c'est très important. Mais les gens ne font pas ces préliminaires-là, se mettre directement ensemble. 2 mois plus tard on entend ouais, rupture amoureuse, c'est normal, vous n'avez pas fait les bases, vous vous êtes mis ensemble juste parce qu'il y avait l'aspect physique. Et ça ne suffit pas en fait pour être… C'est ça. Bah, c'est l'aspect physique, on met de la valeur au début d'une relation, mais plus la relation passe, plus on réalise que c'est pas le plus important. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est beau et tout. J'ai déjà eu une relation où physiquement c'était incroyable, mais en termes de tout le reste, c'était éclaté.
On n'avait pas la même vision de l'avenir, on n'avait pas la même vision de la gestion du temps, la gestion de l'argent. Il y avait plein de choses comme ça qui ne pouvaient pas marcher. Après, ça s'accumule et ça crée de la frustration, quoi. C'est ça. Et sinon, un petit dernier mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais soit aux jeunes générations, soit un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus jeune à ton toi plus jeune? À mon moi plus jeune, quand je donne ce conseil à mon moi plus jeune, c'est que j'ai l'impression que mon moi plus jeune, il faisait ça, mais ça dépend. En tout cas, si je peux donner un conseil aujourd'hui... Même un conseil que tu appliquais, mais que tu aurais aimé qu'on te le répète. Ouais. Et un conseil que j'aimerais donner aujourd'hui à n'importe qui, c'est construis d'abord ton avenir, construis-toi, toi-même, construis ton empire, construis ta vision, en fait. Et pendant que tu fais ça, si tu rencontres quelqu'un qui peut adhérer à cette idée-là, vas-y, mais ne base pas en fait ton objectif de vie à l'idée de rencontrer des femmes ou de rencontrer quelqu'un. Parce que une fois que tu es épanoui, je dis ça par expérience un petit peu, si tu dois choisir entre une femme et tes projets, je suis désolé de le dire, mais choisis tes projets. Parce que si tu choisis la femme sans tes projets, à un moment, elle va se lasser, elle va se dire tu en vaux rien. Donc, tu n'auras ni la femme, ni tes projets. Par contre, si tu choisis tes projets, eh ben, avec tes projets, tu peux avoir plus de femmes, donc plus d'autres femmes que tu veux. Donc, une autre femme pourra forcément voir ta valeur parce que tu es quelqu'un qui a bossé dur, ainsi de suite. Donc, si tu dois choisir entre les deux, choisis tes projets, choisis tes rêves, tes ambitions. Et si une personne adhère à tes ambitions, tant mieux, tu as de la chance. Mais si une personne ne voit pas ça, mais n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas tes objectifs juste pour pouvoir plaire à quelqu'un. Parce que j'ai vécu dans une relation à l'époque, je me rappelle, où ma partenaire voulait que je passe plus de temps avec elle et c'était normal. Sauf que si la personne ne voit pas ta vision de l'avenir, les sacrifices que tu fais et que la personne te pousse à abandonner toi tes rêves, la chose pour laquelle tu t'es battu pendant longtemps pour essayer d'être là où tu es et que tu finis un jour parce que tu n'as vraiment pas envie de perdre cette personne, tu abandonnes tes rêves et tout, tu t'en voudras à vie. Tu t'en voudras à vie. Le jour où la personne partira, tu n'auras ni la personne et ni tes rêves et ce sera déjà trop tard de revenir en arrière. Entièrement d'accord. Et il ne faut pas oublier que les hommes naissent sans valeur, on doit la créer. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais il y a un comédien, je ne sais plus quel comédien disait, il n'y a que les femmes et les chiens qui sont aimés inconditionnellement. Les hommes sont aimés par rapport à ce qu'ils nous apportent. Et c'est une réalité, il faut juste faire avec, c'est qu'on a ce désavantage, mais c'est à nous d'aller vers les expériences, d'avoir des cicatrices, de devenir plus fort, de construire quelque chose. Et la valeur qu'on a en tant qu'homme, elle est basée... C'est pour ça qu'un homme qui s'est bricolé... Enfin, une nana, elle va appeler un mec qui s'est bricolé dès qu'elle a besoin d'aide parce qu'en fait, il a cette valeur il peut aider. Ouais. Et il faut juste accepter, c'est comme ça. Nous, on doit créer notre valeur. Et une fois qu'on accepte ça et qu'on fait chemin, il y a toujours des choses magnifiques qui se passent par la suite. C'est vrai. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, à part au-delà de cette chaîne Facebook, cette nouvelle chaîne Facebook? Au-delà de ma nouvelle page Facebook, en tout cas, tu tapes Karamo, avec K-2-A-R-A et 2-O à la fin. Donc... Et ton vrai prénom, il y a 2 A et 2 O? Non, j'ai juste ajouté 2 A et 2 O parce que il y en a beaucoup. Il y a une vedette aux États-Unis, c'est un présentateur TV qui est gay, mais qui s'appelle Karamo, qui a pris mon nom, il s'est certifié sur Instagram et tout. Donc, je ne pouvais pas mettre Karamo, il fallait que je trouve quelque chose d'original. Mais je voulais rester Karamo parce que chez moi, Karamo, ça signifie coach, enseignant, professeur. Donc, le travail que je fais, c'est vraiment en lien avec mon prénom direct. Ouais. Donc, pour me retrouver, tu tapes Karamo, K-2-A-R-A et M et 2 O à la fin. Tu me retrouves partout, sur tous les réseaux maintenant. Parce que ma nouvelle page, du coup, j'ai mis Karamo, du coup, comme mes autres réseaux. Donc, ça fait une uniformité. Magnifique. Donc, voilà. Magnifique. C'était un plaisir pour moi, en tout cas. Plaisir partagé à nouveau. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement.